J'avais fait un autocollant où j'avais une seringue de sang vert. On disait que j'avais du sang vert et pas rouge parce que j'étais tellement collé à la marque que. Et puis j'étais tellement aidé par monsieur Xavier Morin, je répète, que c'était devenu pour moi mes couleurs, ma marque, ma vie, etc. Et donc je suis toujours resté fidèle jusqu'au moment où la marque s'arrête en compétition pour passer à autre chose, parce que moi je voulais continuer à courir. Mais sinon, effectivement, Kawasaki, ça a été ma marque. La marque, oui. Alors Bernard, toi par contre, tu es aussi très investi dans le monde de la moto et puis de l'automobile également. Tu connais tes activités et puis de la passion que tu as eue pour le Paris-Dakar. Si on est là, c'est pour parler de moto, mais c'est aussi pour parler peut-être de ta famille aussi, avec cette passion à Pont-de-Vaux, où bien sûr vous avez fait parler de vous, je dirais, tout ce que vous avez engendré par rapport au génie mécanique. Tu as côtoyé aussi avec Christian, avec Maurice, tu as côtoyé tous ces grands pilotes français. Bien sûr, enfin bon, par le fait qu'on préparait des motos. Voilà, avant tout. Donc, comment on a démarré à préparer les motos, c'est-à-dire qu'on a commencé à courir nous-mêmes. Comme j'ai commencé en 64, par des épreuves nationales, hein, et puis jusqu'à peu près en 70, c'est ça. Et puis mon frère Christian, en même date à peu près aussi, avec plus ou moins de réussite, parce qu'à l'époque les motos étaient fragiles, on ne voulait pas pour pas les casser. Vous avez même couru sur des motos Villa qui n'étaient pas les plus solides, qui étaient des motos magnifiques. Oui, on n'a pas eu de chance non plus. Bon. Il n'y a peut-être pas que la chance aussi. Hein. Et pour en venir, je pense que nos motos étaient peut-être bien préparées, parce qu'on est venu à un certain moment, on est venu nous demander de préparer les motos. Bien sûr. Christian Bourgeois. Patrick Ponce. Voilà, après, on est 71 Christian Bourgeois tout de suite. Hein, pour le championnat de France, et puis on a tout de suite été champion de France la première année, avec Patrick aussi. Patrick, et puis la plus belle saison c'est en 74, avec Patrick qui fait 2 places de 3e au championnat du monde. Hein, 3e en 250, 3e en 350. Alors, sans gagner de course par contre. Oui, mais par contre, un palmarès exceptionnel. Voilà, Et l'aventure de la Moraco, donc cette moto qui de toute façon était quand même, on va dire, très avant-gardiste aussi, puisque on le sait bien, cette coque, etc., cet assemblage qui était très fin aussi, et qui était très avant-gardiste à l'époque. Donc cette coque, c'est aussi peut-être un petit peu de chance, parce qu'on a fait connaissance de Bernard Doyol, qui avait dessiné cette moto. Il était à l'école à l'Estaca, il finissait ses études à l'Estaca, et donc il avait des études d'ingénieur, bien sûr, et de là, il était assez avant-gardiste au niveau de la conception de la moto. Et il était venu nous voir à cette époque, 1971, pour assembler une machine qu'il avait dessinée. Voilà. Et là, par contre, nous, bon, ça peut être un peu long à expliquer, mais Christian avait bossé, mon frère Christian, qui préparait la partie moteur, lui, moi je faisais les parties cycle. Quand en 75, donc 74, Patrick fait une très bonne saison. 75, on a des motos d'usine qui arrivent. Elles arrivent 15 jours avant le Grand Prix de France, quelque chose comme ça, qui nous Castellet, sans aucun. Il aurait fallu qu'on soit accompagné pour ces motos. On ne connaissait pas les réglages, on ne connaissait rien. Patrick, qui n'était pas un très bon moteur au point, on peut dire ce qu'il y a, c'était plutôt bourgeois, c'est pas qui marchait mieux au niveau de la connaissance. Et Patrick, on n'a pas pu se servir d'un 500, donc on l'a rendu au bout de très peu de temps. Et puis on est revenu aux machines conventionnelles. Et pendant ce temps, on a préparé en parallèle les coques. Hein, on a travaillé sur les coques. Et quand en fin d'année, pour l'année 76, on a préparé le budget, c'était du développement au banc et les coques. Et Yamaha n'a pas accepté parce que la philosophie c'était des châssis tubulaires. Alors là on s'est séparés de Yamaha, on a dit on arrête. Puis tout de suite là-dessus, c'est encore là. Jean-Claude Olivier nous demandait de préparer le premier à Vichy-en-Nice. Voilà, donc une autre aventure. Et voilà, c'était complètement différent, c'est parce que c'était que le tout-terrain. Bon, on prépare 2 motos, on fait le doublé, avec 2 motos différentes. Donc c'est là que tu es aussi tombé dans le bain de l'Afrique, on va dire. Il y avait la seringue verte, et puis là c'est le bain de l'Afrique. L'Afrique, et puis l'aventure. Puis après on est revenu sur les bols. Il est venu nous chercher aussi pour faire préparer les OV pour le bol. Donc la première année, le but c'était surtout d'être en tête dès le début pour faire les têtes athlétiques du dimanche matin. Et puis elle a tenu, je ne me rappelle plus, là ça m'échappe. Mais on a failli gagner, quoi, disons. Ça a pas été... Et puis l'année suivante, on avait vraiment bien préparé, là, sérieusement, pour gagner.
Et puis ça prêtait, il y a eu des chutes, je ne me rappelle plus bien. Les aléas de la course. Ouais, les aléas de la course, voilà. Mais là, la moto était solide au départ. On a fait des vilebrequins, on a fait beaucoup de choses. Alors que la version de la première année, c'est la version standard. Et puis là, donc, on est dans une manifestation, on disait bien, de passionnés de moto, mais on ne peut pas échapper au fait, quelques mots de toute l'aventure que tu peux nous citer du Paris-Dakar, puisque tu es un des Là, instigateurs. c'est pareil, hein, Mitsubishi, enfin Christian avait débrayé parce qu'il voulait absolument s'occuper de son entreprise. Moi j'étais encore au garage familial et Mitsubishi me demandait de préparer les voitures pour le Paris-Dakar. Parce qu'en préparant les motos, on avait préparé une année des Toyota, une année des Range Rover, une année autre chose, enfin on avait préparé un petit peu différents types de véhicules. Donc on commençait à connaître bien, on a dit. Et puis l'aventure Mitsubishi, ma foi, elle s'est terminée pour moi il y a 5 ans. Et puis j'ai dit, bon, je ne vais pas parler de toutes les victoires, c'est énorme. J'ai gagné 10 fois Scratch de Dakar en tant que préparateur des véhicules. Fabuleux. C'est sympa quand on en reparle. Belles aventures. Sa discrétion, sa simplicité fait que je vais l'apprendre. Oui. Je savais. Autant je C'est toujours très discret. Oui, non, mais je suis en train de faire. Oui, Mitsubishi, c'est vrai. Mais je ne savais pas que c'est vous qui avez vu ça. Oui, ça montrait. C'est moi. Enfin, il y en a tellement. C'est moi puis mon équipe. Parce que j'ai pas tout Oui, seul. non, mais je comprends. C'était basé à Pont-de-Vaux en plus, c'est marrant. Parce que C'est une fierté aussi pour nous dans le département, parce que ça a porté les couleurs très haut. Alors, donc on a une chance aussi aujourd'hui, c'est de te voir quand même rouler avec les motos que tu roules très bien. Plaisir, maintenant bon, je roule, disons, c'est un peu automatique, quoi. Ouais. Mais j'ai beaucoup de satisfaction, quelquefois je me dis, c'était la machine à Patrick Ponce, c'était ça, ils ont roulé sur ces bécanes, moi c'est moi maintenant qui je les ai préparés, puis maintenant, 30 ans, 35 ans après, c'est moi qui roule avec. Je veux dire, bon, j'ai la chance d'être encore en vie, et puis de vivre ces moments fantastiques. De faire plaisir. Ben voilà. Et de rouler ensemble, quoi, voilà. Ouais, bah oui, je côtoie plein de monde que c'était bon, c'est une belle aventure. Ben, on vous souhaite la bienvenue à Saint-Cercle, tout simplement, et puis bonne continuation tous les deux. Donc c'est pour les spectateurs, Voilà. téléspectateurs. Voilà, c'est pour un DVD. Un DVD. Donc puisque vous avez été sage, avant de raccrocher, regardez, je vais vous faire un petit truc. Regardez. Vous voyez ici, il y a un petit foulard que je vais rentrer dans ma main. J'ai relevé les manches pour que vous ne pensiez pas que j'ai glissé dans les manches, vous voyez, j'appuie, et je le rentre, et là il a disparu. J'ai plus de foulard, vous voyez, et je vais le refaire sortir. Regardez, il est là. Super, hein, pour un ancien pilote, vous voyez. Voilà. Et une deuxième fois, puisque vous essayez de savoir comment c'est, vous voyez, on fait comme ça, on le met, il ne rentrera pas dans mes manches, il est là, et puis je le mets plus au fond, et hop, il n'est plus là. Ciao. Mr. Jansson, welcome to Saint-Cergue. Thank you Your very first much. venue here. Yes, it is. And your first race, when introduced your sport career, which bike? It was 1962. I had an NSU Sportmax Sportmac 250. 250. That And was, your impression with bike? Oh, that was a home-built bike actually. Yes. So I built it up to a Sportmax standard Yes. through some years. I kept it until 1965. So I was on a very low level in that time when the Aromakis came and much faster machines. And you passed after to the two-stroke? Yes, Yes. but I bought another bike to have two bikes. So I had a Two bikes. Honda Honda? Yes. CR93, Yes. which was a very nice machine in that time. And what was your first international race? That was 1965. 65. Yeah, I went to England with England. a friend of mine. We went together to go on to ride on Brands Hatch and Oulton Park Alton. over the Easter weekend. Yes. That was something special to go to England because there you could also get parts like tires and chains and Chains. special things which were Yes. difficult to find in Sweden. Yes. Brakes. So, yes, we went to England not only for racing, also to buy the special parts we needed for the season. And you remind the special atmosphere of this era? Oh yes, that was very special in England also, with all those very fast riders. Passionate people. Oh yes, a lot of spectators also. Your name is connected to Maiko.
especially the 125cc RS. And speak we of this beautiful motorcycle associated near your name. Yeah? I don't know if the mic was beautiful, but Yes. to me not so beautiful, but it was the bike I had the chance to ride for a factory, Yes. and that was what I could get in that time when it was a time when it was difficult to find faster machines. I had to ride against twin cylinder machines Yes. with a single cylinder. I actually first had an MZ, Same set. which I was Swedish champion with 1968. Yes. And it was actually Kent Andersson who started to ride Your Maiko, friend. Yes. and he talked me over to ride a Maiko. So I rather like to have my MZ 1969, but Kent, he talked me over to have this Maiko, so we should ride together in the same van, and we should have the same spare parts. That was his argument. And I said, okay, we try that. And you rode the Maiko on the TT, no? Yes, I did. Yes, Yeah. yes, yes. 1970. Third place? Second place. Second place? Yes, Yes, yeah. yes, fantastic. 1970, the 70. Maiko became a much better machine than it was the first year, 69. So the factory has improved it a lot during that winter. And for the first time I could make good results in the World Championship. You took your place of sport training in Sweden in winter. In winter in Sweden, Yes, difficult for running, for the snow. you mean for physical training? Yes, 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 physical. Yes, but I was not training so much physically that time of Yes. my life. I had my physique from earlier years, I think. Yes, And I think for me it was more important to train my mental. yes, mental. Mental training, I think, was important for me in this time. That was a kind of philosophy I had in racing, that if I made too much physical training, I lose the mentality that I needed Yes, to go very fast on a bike. That was my own philosophy in any way. fantastic. So I didn't train so much physically. I think that mental training is very important Very in this kind of sport. And you won with the special bike, the Derby 250, Yes, on the difficult circuit of the Salzburging in 1972. yes. And it was an exploit. You remind this race and this victory because it's only one victory for It the was, of 250. course, it was my first victory in the World Championship race, so that it's easy to remember. Yes, and a So- special bike. Yes, it was also a very special bike. I can tell you how it started with the Derby. Yes, I was often in Spain riding together with Angel Nieto or yes, against him, and I pressed him a lot down there in Spain, and I tried once, that was on the autumn 1961, I asked the factory if they would lend me a Derby yes, in the 125 class, yes, because there I had been in front of Nieto and Barry Sheen for Yes. most of that last World Championship race until my rear wheel broke down. But in any way I had proved for them that I was quick enough. So, but they said, no, sorry Borja, we cannot give you a Derby because we need a Spanish rider yes. to ride the bike. It had to be something national over the whole thing. But in any way, they wrote to me in the springtime and offered the 250 instead. I know they had asked Jarno Saarinen before, Yes, 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 yes. and he turned it down, so I was the next one. And Fantastic. yeah,
So it started. And what are the circuits which marked you? The race? What are the circuits and racing on the World Championship marked your mentality, your preference, you know? Ah, I see, I understand. I definitely like the road circuits. Yes, road. I like the road circuits. TT, for example. Yeah, I like the TT, but especially the other circuits on the continent, which still was roads, like East Germany, Yes, in and Germany. Czechia, and Yugoslavia. yes, also Yugoslavia. Yeah. I didn't like the sharp corners, the hairpins. I didn't like, must say. But a normal road Yes, normal road. with long sweeping bends, that is the best. What I like. Your friend, Kent Anderson, Yes. Tepi Lanzivori, Jarno Saarinen, Yes. represented the North countries, you know, of the Continental Circus. Yes. Uh, True. It's very important for this epoch, this era, you know. Yes. And after the death of Jarno, Yes. you have a different challenge in your life. You stop the race, and Yes. it's in 1973. Yes. Yeah, I decided to stop racing Yes. after the accident in Monza. I decided directly on the spot, I can say. I was in the accident, so I saw the whole thing there. I was sitting beside the circuit with a wounded body there, and I saw the whole terrible thing. So there I saw that this must be the end of my racing. Mm-hmm. But a Swedish rider, Sven-Olof Gunnarsson, he talked me over on the way home, because he followed me on the aeroplane. I had to fly home Yes. in Plaster, and he told me that you cannot stop with